comme vous le voyez, on n'est que 3 parce que Anouk Grimbert est hospitalisée. Elle a très mal dans le dos. Elle est hospitalisée pour un problème cervical, cervico-brachial. En tout cas, elle s'excuse auprès de vous, elle ne peut pas venir. Et on est désolé et ça nous perturbe beaucoup. Mais nous avons tous les 3, lu ce livre absolument étonnant qui est Dans le cerveau des comédiens. Et on va parler avec Laurent Cohen, avec Rachel Kahn, que vous connaissez, qui est non seulement juriste, ancienne sportive de haut niveau, politologue, comédienne, et Laurent Cohen, que vous avez vu ce matin, qui est neurologue et que vous connaissez tous très bien. Donc, on va commencer. Les comédiens sont-ils des gens normaux ? Quel genre de personnes sont-ils pour passer leur temps à sortir de leur peau pour entrer dans celle des autres ? Que se passe-t-il dans leur tête et dans leur corps lorsqu'ils jouent ? Est-ce qu'on ment quand on joue ? Est-ce que jouer, c'est mentir ? Que fait-on vivre à notre cerveau ? Le monde du jeu au théâtre et des neurosciences ne s'étaient jamais rencontrés et on va essayer de faire un dialogue entre ce jeu et les neurosciences. À toi. Bonjour, je suis ravie d'être avec vous cet après-midi. Effectivement, j'ai adoré cet ouvrage d'Anouk Grimbert et aussi vos interventions, Laurent Cohen en son sein. Je trouve que c'est un ouvrage qui pose des questions puissantes par rapport à ce métier qui est le métier d'acteur. Et pour y répondre, la singularité de cet ouvrage aussi, c'est que Anouk s'est entourée à la fois de scientifiques, mais aussi d'artistes. Et je trouve que cette alliance-là donne quelque chose de nouveau et de précieux lorsqu'on aborde les questions de vérité et de jeu. Alors après, je ne sais pas comment on peut orchestrer, mais... Alors, effectivement, pourquoi passer sa vie à être double ? Est-ce que le jeu peut être vrai ? Et on va essayer d'en savoir plus entre le jeu au théâtre et le jeu dans la vie normale. Et peut-être une question pour Laurent Cohen. Sait-on ce qui se passe dans le cerveau des acteurs ? Moi, j'en sais rien, mais quand Anouk Grimbert a écrit son livre, elle avait envie d'avoir un peu un éclairage non subjectif. Elle a une perspective plus subjective, évidemment, en tant qu'actrice, sur... comme c'était une question de comportement, de compétences, de savoir, d'action, etc. Et elle a discuté avec Lionel Nakache et avec moi pour essayer d'avoir un éclairage un peu scientifique sur ce qui se passe dans la tête d'un acteur. Alors, moi, j'ai aucune espèce de légitimité en la matière. Mon seul contact personnel avec le théâtre, c'est que j'ai joué le rôle de la servante Toinette dans le Malade imaginaire, quand j'étais en 5e, avant de muer. Mon expérience s'arrête là. Mais en discutant avec Anouk Grimbert, simplement, je me suis demandé quels sont les acteurs. C'est comme des athlètes, c'est comme des experts dans toutes sortes de domaines. Ils n'ont pas d'autres moyens mentaux que les moyens mentaux de tout le monde, à la base, mais sur lesquels ils font un travail tout à fait particulier, tout à fait spécifique pour arriver à des performances tout à fait particulières. Donc je m'étais demandé quels sont les grands ingrédients cognitifs, disons, normaux, qui sont mis en jeu dans un travail d'acteur. Simplement comme ça. Et je me suis dit, bah voilà, il y en a plusieurs. Il y a la capacité à se faire un modèle, comme Albert Moukébert et moi on l'a dit ce matin, à se faire un modèle du monde extérieur en général et des gens en particulier dans notre tête. Comment dans ce modèle peut intervenir l'émotion, comment est-ce qu'on peut faire pour agir ce modèle pour le rendre visible aux autres, comment est-ce qu'on fait pour garder le contrôle, c'est-à-dire faire la part des choses
entre qui je suis vraiment et qui est mon personnage. Voilà, c'est le genre de choses sur lesquelles j'ai essayé je me suis dit, c'est ça qui doit intervenir. Est-ce qu'on peut passer le petit film que vous nous avez passé à ce moment-là? Oui, il paraît qu'il faut dire vidéo pour que ça passe. Est-ce qu'on peut passer la vidéo, s'il vous plaît, qui dure 1 minute 23 pour se rendre compte un peu de... Dommage qu'on ne voit pas. Si, ça marche. Il est là. Comment fait-on pour jouer les émotions? Voilà, je crois que la vidéo, c'est ça la vidéo. Ça dure peut-être quelques secondes de plus, mais c'est ça, vous pouvez arrêter la vidéo, si vous voulez. Non, c'est une vidéo, alors on peut parler en même temps en fait, ça ne gêne pas parce qu'il n'y a pas de son. C'est une vidéo qui date de 1944, je crois, qui est un travail scientifique publié par Fritz Heider et Marianne Zimmel, qui étaient des psychologues d'origine autrichienne qui travaillaient aux États-Unis. Et ce petit film, qu'est-ce qu'il montre ? Il n'y a personne sur ce petit film. Il y a juste quelques formes géométriques extrêmement simples. Il y a un petit triangle, un gros triangle et un petit rond, voilà. Et puis un décor minimum. Mais quand on voit ça, eh bien, on ne voit pas juste un petit triangle et un grand triangle, etc. On voit un être malfaisant en train de poursuivre une pauvre victime qui essaye de se mettre à l'abri et qui heureusement est aidée par quelqu'un d'autre qui est gentil, qui l'aide au risque de sa vie, etc. Bon, il y a immédiatement, qu'on le veuille ou non, une espèce de narration de ce genre-là, ou en tout cas une perception d'un monde psychologique dans la tête du triangle, du rond, etc., qui n'ont pas de tête, mais à qui on prête une vie mentale, des intentions. Et ça se fait de manière totalement automatique. On n'y peut rien, on ne peut pas s'en empêcher. Quel rapport ? Le rapport, c'est que, là encore, comme on le disait ce matin, nous avons dans notre tête des modèles du monde extérieur. L'exemple de ce matin, c'était plutôt l'exemple d'un modèle d'un plat de carottes râpées ou d'une clé à molette. Mais dans notre modèle du monde extérieur, eh bien, nous avons une capacité particulière pour un certain type d'objets particuliers qui sont les gens. C'est-à-dire les êtres animés, les êtres qui ont une intention. Et on a ce système qui, qu'on le veuille ou non, prête une vie mentale aux choses qu'on voit à l'extérieur, pour peu que ces choses aient un certain type de mouvement, etc. Ce qu'on voit là, c'est que je me fais un modèle dans ma tête d'un être doué lui-même d'une vie mentale distincte de la mienne. C'est un peu ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, ça a à voir avec l'empathie, etc. On a une représentation d'une espèce de marionnette qui est dans notre tête. On se fabrique une marionnette. Alors cette marionnette, eh bien, elle a un aspect prêt-à-porter. Là, par exemple, vous avez eu ce petit film, vous dites, ah bah, il est gentil, il est méchant, il est agressif, il est... Bon. Des choses assez simples. Mais évidemment, les marionnettes qu'on a effectivement dans la tête, d'habitude, sont beaucoup plus riches et beaucoup plus compliquées. C'est-à-dire qu'on fait des marionnettes sur mesure, qu'on enrichit. Si vous connaissez quelqu'un, vous connaissez plein de gens, vous avez des proches. Tous ces gens-là sont représentés dans votre tête. Ils sont représentés d'une manière extrêmement riche. Non seulement ils ont des sentiments, ils ont un physique, ils ont des mouvements, ils ont un parfum, etc., etc., etc. Et donc, on se construit peu à peu des représentations plus ou moins élaborées, complexes. En partie, ça se fait automatiquement, et en partie, c'est le fait d'un travail, notamment chez les acteurs, qui se fabriquent. Je crois que c'est Diderot qui disait ça, un modèle idéal du personnage qu'il veut jouer. Parce que voilà, la partie normale, c'est tout le monde se fait tout le temps des modèles d'autres gens. Un acteur, il se fait un modèle
de son personnage, en utilisant les ressources normales qu'on a pour se faire des modèles des autres gens en général. Ça, c'est un ingrédient, je dirais. Je ne sais pas ce que l'acteur en pense, mais l'actrice. Oui, tout à fait. Moi, c'est vrai que ces modèles, et souvent, c'est très intéressant de jouer des personnages qui sont justement à l'inverse de cette sacrée vérité, c'est-à-dire le plus éloigné de vous pour pouvoir trouver en soi ce modèle de personnage éloigné, puisqu'en fait, vous devenez un autre grâce à ce modèle-là que vous travaillez avec votre metteur en scène, etc. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les personnages intérieurs, comme ça, sont très, très voraces. C'est-à-dire qu'ils peuvent se nourrir et être construits à partir de toutes sortes d'ingrédients. Je suppose votre vie personnelle, ce que vous avez vraiment vécu, ce que vous avez lu, essentiellement la pièce de théâtre telle que l'a écrite l'auteur, ce que vous dit le metteur en scène, vos interactions avec les autres acteurs, je suppose, etc. Et tout ça contribue à cette construction. Alors une fois qu'on a la construction, on a l'espèce de modèle intérieur à suivre. Alors Rachel, comment fait-on pour jouer des émotions qu'on n'a jamais vécues ? Alors ça, c'est vrai que c'est effectivement un métier tout à fait singulier, mais le fait de se mettre à chaque fois dans la peau d'un autre, c'est Gérard de Nerval qui exprimait ça, je suis un autre, et c'est pour ça que moi j'ai écrit Racé aussi, pour redonner en fait une importance à la création. Et pour expliquer en quoi, alors ça va être peut-être un peu bizarre, mais en quoi l'humanisme et l'universalisme nous permettaient aussi de jouer des émotions qu'on n'a pas vécues en empathie, précisément pour, alors parfois c'est pour témoigner, mais aussi parfois c'est peut-être pour ne jamais vivre dans la vraie vie, un peu comme exorciser en fait des choses qu'on n'a pas vécues. Comment effectivement c'est alors il y a effectivement ce texte, ce travail sur les mots, ce travail sur ce personnage, être doué aussi, enfin doté de travailler son imagination en profondeur. Et c'est pour ça que là, la place de l'imagination aujourd'hui, à mon sens, elle est fondamentale. Parce que c'est l'outil principal d'un acteur avec toutes ses palettes et ses couleurs. Parfois, il y a des couleurs qu'on n'a pas et pourtant qu'on joue. Sans mauvais jeu de mots, mais aujourd'hui on tente de nous assigner, de nous cloisonner dans des rôles de personnes que l'on est, alors que c'est précisément le rôle d'un acteur de jouer des émotions qu'on n'a pas vécues. Ensuite, c'est un processus, je pense, qui ajoute malgré tout à votre personnalité. C'est-à-dire que moi j'ai du mal à me détacher totalement de mes rôles, même s'ils ne vont pas impacter ma vie au quotidien. En tout cas, j'y pense. Ce qui fait que lorsqu'on est face à des situations qui peuvent ressembler à une pièce ou à un film, on apprend peut-être la réalité d'une autre manière aussi. Oui, sur les émotions, on peut peut-être dire deux choses. Première chose, d'un point de vue, disons, scientifique, il y a une idée qui a été mise en avant par Darwin. Ce qu'a dit Darwin, il a observé, il a publié un magnifique livre avec des photos absolument magnifiques sur les émotions. Et le livre s'appelle, je n'ai plus le titre exact, c'est les émotions, de l'expression des émotions chez les hommes et les animaux. Et ce qu'il dit, et ce qu'il montre, en fait, c'est que les émotions fondamentales, comme la peur, le dégoût, la joie, quelques émotions fondamentales comme ça, il dit ces émotions fondamentales, c'est pas propre à l'espèce humaine, c'est quelque chose dont on a hérité de millions d'années d'évolution. Et d'ailleurs, on trouve les mêmes émotions chez toutes sortes d'animaux. Alors, il y a des photos de singes, etc. Et on a hérité de ces émotions parce que ces émotions ont une valeur, une utilité évolutive. La peur, c'est très utile parce que ça permet d'une part de ficher le camp quand on est dans une situation de menace, ça permet de faire savoir aux autres en exprimant cette peur qu'il y a un danger, et donc les autres en profitent aussi, etc. Donc les émotions de base, c'est quelque chose qui est utile et dont on a hérité depuis longtemps.
Et ces émotions ont leur mécanisme propre. C'est-à-dire que si vous éclatez de rire, c'est parce que dans votre cerveau, dans la base de votre cerveau, il y a un système qui commande votre bouche, vos poumons, qui vous fait rougir, etc. Et donc, il y a une machine qui ne décide pas quand il faut rire, mais qui programme le rire, qui vous fait rire. Et puis, pareil, quand vous avez peur, vous transpirez, vous avez les pupilles qui se dilatent, etc. Donc, on a ces petites machines qui, chez nos ancêtres des autres animaux, eh bien, est déclenchée par des situations assez standardisées. Quand il y a un tigre qui arrive, hop, on a peur, etc. Et qui, dans l'espèce humaine, ce que ça a de particulier, c'est que ces émotions de base et leurs expressions sont recyclées. Sont recyclées comme beaucoup d'autres fonctions sont recyclées, c'est-à-dire que au même mécanisme émotionnel de base, nous, ce qu'on a de particulier, c'est qu'on rattache des représentations mentales, des idées, elles, beaucoup plus originales, beaucoup spécifiques à l'espèce humaine, etc. Pour prendre l'exemple de la joie, disons du rire, parce qu'on n'est pas les seuls à rire. Si vous chatouillez un chimpanzé, il rit. Si vous chatouillez un rat, ça a été montré, il rit en ultrason, donc on ne l'entend pas, mais il rit. Et ce que ça a de particulier, c'est que nous, on déclenche ça sous l'effet d'un humour subtil. Vous me racontez une histoire drôle, très subtile. Comment ça va? En un mot, dites-moi comment ça va? Bien. Et en deux mots, pas bien. Alors, pourquoi c'est marrant, ça? Extrêmement subtil, mais ça peut déclencher le rire. Enfin, c'est un certain rire. Et tout ça, toute cette machinerie émotionnelle, héritage ancien, rattaché à toutes les représentations élaborées qu'on peut avoir, eh bien, c'est un des ingrédients qui va s'intégrer dans votre modèle, dans votre marionnette mentale dont on a parlé avant, dans votre modèle idéal par exemple, du personnage que vous allez jouer. Et puis peut-être la deuxième chose sur l'émotion, c'est ce que disait Rachel Kahn. C'est une des choses que disait peut-être sur l'aspect plus contrôlé, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de tout à fait différent, qui est que en s'entraînant beaucoup et en travaillant beaucoup, on arrive à faire des choses extrêmement difficiles. Quelqu'un qui fait du saut en hauteur, il va faire des milliers et des milliers de sauts pour que le geste soit absolument parfait. Le pianiste, il doit faire des gammes pour que son geste soit absolument parfait. De la même manière, je suppose qu'un artiste peut s'entraîner à simuler un rire qui, normalement, est quelque chose qui ne peut pas. Quelqu'un qui n'est pas un spécialiste, faites semblant de rire, ça se voit tout de suite que vous ne riez pas pour de vrai. Mais ça fait partie des habiletés qu'on peut, je suppose, développer au moyen d'un entraînement moteur extrêmement raffiné. Donc je dirais que sur les émotions, ces deux choses-là. Et si les comédiens mentent pour de vrai, est-ce que notre société, avec les réseaux sociaux et l'image que l'on y projette, n'est pas plus menteuse qu'avant, selon vous? C'est une question pour moi. Oui. C'est une question piège. Bon, je ne sais pas, honnêtement. Est-ce que notre société ne deviendrait-elle pas mythomane? Une société mythomane. Ben, ce qui est sûr, c'est que plus l'information circule, plus la fausse information circule aussi. Je dirais ça, c'est... l'ennui, c'est que quand on va au théâtre, on sait très bien que ce n'est pas vrai. Donc c'est parfait. C'est de la même manière que quand on pense en nous-mêmes, on sait normalement, sauf, là encore, panne, un peu comme je disais ce matin, normalement on fait la part des choses entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, entre des choses qui ont l'air vraies et des choses qui ont l'air vraies mais ne sont pas vraies. Et notamment, peut-être pour revenir à la question du jeu, l'acteur, c'est une question classique, je crois, dans ce domaine. Comment l'acteur fait la part des choses entre ce qu'il est vraiment lui-même et ce qu'est vraiment son personnage? Est-ce qu'il ne croit pas qu'il est le personnage? Est-ce qu'il ne risque pas d'être absorbé par son personnage et de rester jusqu'à la fin de ses jours le malade imaginaire ou l'avare? Ça n'arrive pas. Et je me dis que peut-être, si ça n'arrive pas, c'est que là encore, c'est un processus absolument normal et que nous utilisons tout le temps, que de changer de perspective, changer de place. En fait, ce n'est pas du tout propre aux acteurs. On fait ça tout le temps. C'est-à-dire que, par exemple,
on voyage dans le temps. On voyage dans le passé, ça veut dire on se souvient de ce qui nous est arrivé. À ce moment-là, on est ailleurs. On est dans le passé. On reconstruit, voilà ce qui m'est arrivé, je reconstruis mon dîner d'hier soir. On voyage dans le futur. On dit qu'est-ce que je vais faire demain? Est-ce que demain, ce serait mieux que je fasse ci ou que je fasse ça? Alors j'imagine les deux, je m'y transporte. Et voyage dans le passé, voyage dans le futur, il y a aussi le voyage à un autre endroit. C'est-à-dire là, je me dis, oh là là, de quoi j'ai l'air vu d'en haut de cette salle? Et je peux parfaitement imaginer que je suis ailleurs dans l'espace. Et il y a une quatrième variante de voyage aussi, comme ça, qui est de changement de perspective, qui est se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Je m'imagine comment vous me voyez, ce que vous pensez de moi, ce que vous pensez de ça, etc. Ce qui ramène à l'histoire de théorie de l'esprit tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'on peut réfléchir sur ce que quelqu'un d'autre pense de nous. Et donc, dans toutes ces circonstances, on ne se trompe pas. On ne croit pas vraiment qu'on est dans le passé, qu'on est dans le futur, qu'on est quelqu'un d'autre ou qu'on est ailleurs. Sauf, là encore, situation pathologique, éventuellement, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui souffrent de psychose, qui imaginent, je ne sais pas, le discours d'un extraterrestre, mais qui ne savent pas que c'est eux qui l'imaginent, qui ne savent pas que la marionnette intérieure est une marionnette, et qui croient qu'il y a vraiment un extraterrestre qui leur parle. Il y a une autre circonstance où on perd l'esprit critique, disons, la capacité à critiquer, à juger de la plausibilité, c'est quand on rêve. Vous voyez, quand on rêve, on imagine des choses, on imagine qu'on est le roi de Prusse, on imagine qu'on est plusieurs personnes à la fois, et ça a l'air tout à fait normal. Mais je dirais à l'état d'éveil, c'est ce que m'avait dit Anouk Grimbert, elle dit même quand je suis totalement dans un rôle, en une fraction de seconde, je sors. J'arrête, je change de perspective. Mais tout le monde change de perspective, donc... Mais alors justement, cette histoire de panne, est-ce que, par exemple, les pannes qui, d'un seul coup, un comédien qui a appris par cœur et qui d'un seul coup n'arrive plus à dire son texte. Aïe. Ou qui, alors que c'est un excellent comédien, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Alors je sais pas bien, je sais pas, faudrait demander, est-ce que ça arrive souvent ça? Parce que heureusement, quand on va au spectacle, c'est rare qu'on voit ça. Mais on a toujours peur, ou deux. On a toujours peur pour les acteurs. Mais oui, c'est épouvantable. On se met à leur place et on se dit, oh là là, mais... C'est vrai que moi, ça m'est arrivé une fois. Alors, ça arrive souvent aussi dans un contexte parfois singulier, quand on est avec le stress aussi. On a tellement répété son texte et on fait ces italiennes dont parle Anouk Grimbert dans le livre, qu'on arrive en plateau. Et le fait d'arriver en plateau, c'est comme quand on arrive, vous savez, vous devez chercher vos clés dans une autre pièce et vous arrivez dans la pièce et vous avez un blackout, quoi. Vous savez plus. Et ben, ça arrive, mais heureusement rarement. Et parfois, c'est l'inverse. Parfois, on est en coulisses et on ne sait plus son texte. Et le fait d'arriver dans le décor et avec les autres comédiens, où le cerveau, en fait, raccroche l'ensemble des wagons et vous déroulez votre texte. Mais ça, je ne sais pas ce que ça, d'un point de vue. Je ne sais pas. Vu de l'extérieur, je trouve que c'est quelque chose de tellement spectaculaire. La quantité la perfection et la quantité de mémorisation brute auquel arrive un acteur ou un musicien qui s'assoit et qui joue les 32 sonates de Beethoven sans les yeux fermés, ou un acteur qui joue toute une pièce, etc., etc. Une des choses, c'est que je ne sais pas quelle est la réponse, mais pour la musique, par exemple, il y a une première chose qui, je trouve, visible pour la musique, qui est le caractère multimodal. C'est-à-dire que quand vous connaissez un morceau de musique, votre système moteur le connaît par cœur, votre oreille, enfin le système auditif, disons, le connaît par cœur. Vous avez chaque partie est probablement associée à des émotions, donc votre système d'émotions connaît par cœur. Votre connaissance abstraite de la structure de la musique, de l'organisation des parties, connaît aussi ça par cœur, et heureusement tout ça marche ensemble et est interconnecté. Alors il y a une deuxième chose, peut-être avec la mémoire, qui est encore qui est très générale, c'est que si je vous dis par exemple
1, 7, 8, 9, 4, 2, 1, 7, 5, 0, 1, 2. Et c'est fini. Et que dans 10 minutes, je vous demande de me réciter ces nombres. Il est probable que vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas parce que ça n'a ni queue ni tête. Maintenant, si je vous dis que les nombres que je vous ai dit, c'est 1789, 421 et 75 012, vous allez dire, ah bah oui, c'est la Révolution française, c'est le jeu de dés du 421, et c'est le 12e arrondissement de Paris où se trouve, je sais pas quoi. Et vous allez vous en souvenir. Autrement dit, vous vous en souvenez parce que vous l'avez organisé, premièrement, et que vous l'avez rattaché à d'autres connaissances, deuxièmement. Donc je présume que quand quelqu'un apprend une masse de connaissances, il doit essayer. Je ne sais pas comment fait un acteur. Mais c'est-à-dire que ça se raccroche à cette vérité qui est cette vérité autre. C'est-à-dire que le seul moyen de se sortir d'un trou comme ça, c'est de se rappeler à quel moment on est et qu'est-ce que le personnage qu'on est veut dire à ce moment-là. Sinon, on n'y arrive plus. Donc, il faut se rappeler dans quel contexte et dans quelle vérité, justement. Oui, se rattacher au sens. Exactement. Parce que Donc, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que la peur de se perdre dans un rôle, ça ne peut pas arriver, finalement. Je crois que ça n'arrive pas, d'ailleurs. À qui est-ce arrivé? Non, c'est une question. Oui. Non, mais je me dis, voilà. Mais est-ce que c'est une crainte des acteurs d'être tellement impressionnés par un rôle qu'ils ne nous quittent pas? Et j'imagine que quand on le prépare, ce rôle, on est totalement imprégné. C'est ce que disait Anouk aussi. On prend des mois et des jours pour répéter et on devient ce personnage. Oui. Comment on s'en sort? C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai vécu un moment comme ça qui était très, très fort parce que aussi j'étais pas en France, on tournait à Lampedusa. Donc on tournait en Italie avec des migrants, et je devais jouer le rôle de cette mère qui laisse partir son enfant dans le premier bateau. Elle peut pas monter dans ce bateau et donc elle est donc séparée de son fils. Donc c'est une séparation, voilà, comme on en a connu dans l'histoire. Et effectivement, je crois que c'est pas tant dès que je suis sortie de cette journée de tournage. J'étais pas ce personnage, mais lorsqu'on rentre, alors même que c'est en train de se passer, et qu'on rentre à l'hôtel, et qu'on se dit, mais cette mère, ce soir, normalement, elle n'est pas du tout dans un hôtel, elle doit pleurer son enfant, et qu'en réalité, dans cette chambre d'hôtel, on ne pleure pas son enfant, c'est un peu singulier, on est frappé de quelque chose, mais plutôt d'une forme, c'est l'humanité qui est blessée, mais ce n'est pas être collé à ce personnage-là. Donc il y a une dissociation qui se fait effectivement tout de suite. Mais je crois que dans tout ce qu'on fait, en fait, dans la vie, l'air de rien, vous parliez de l'athlétisme tout à l'heure, même quand on gagne ou qu'on perd, etc., on reste pas collé à ce personnage d'athlète quand on est dans la vie civile ou quand on devient mère de famille, quand on devient, il y a cette multiplicité de nos rôles aussi humains qui fait qu'on ne se rattache pas forcément à ce qu'on a vécu ou en tout cas à ce personnage-là, de ce personnage modèle, enfin de cette petite marionnette modèle. On s'en dégage aussi pour se protéger. Le seul exemple qui me vient à l'esprit, et qui semble très rare et ridicule d'ailleurs, c'est le genre de choses dont on se moque, c'est Bela Lugosi qui jouait Dracula et qui a fini par plus très bien faire le tri. Apparemment, il était chez lui avec un smoking et puis des dents, etc. Mais ça prête à rire parce que on dit c'est pas un acteur. Les acteurs ne sont pas comme ça. C'est l'exception. Mais je me demandais en vous écoutant sur cet exemple sur Lampedusa, est-ce que ça arrive qu'un acteur ait honte de jouer quelque chose dans ce genre-là, je dis, quelque chose qui est tellement douloureux dans le monde réel, oui. Comme il y a des gens qui ont dit, je ne veux pas faire de fiction sur les camps de concentration. Je prends un exemple comme ça. Est-ce qu'il est possible qu'un acteur ressente quelque chose dans ce genre-là? Oui, absolument. Et là, c'est la force, en fait, et Anouk en parle très bien dans le livre, sur cette vérité qui est donc la réalité en parallèle, et comment le metteur en scène vous accompagne aussi, parce qu'à un moment donné, alors je ne sais pas si c'est le rôle qui vous choisit ou si vous choisissez le rôle,
Mais ensuite, bon, ça dépend de chacun. Mais lorsqu'on décide de témoigner, finalement, de cette histoire d'une mère qui est une histoire malheureusement universelle, on embrasse le rôle pour pouvoir le faire et le témoigner. Mais c'est vrai que lorsqu'il y a des migrants qui sont juste à côté, c'est quand même dépasser certaines limites et justement se dire que cette vérité-là, cette fausse vérité, elle mérite aussi d'être portée en lumière, quoi, et d'être mise en scène. Est-ce qu'on n'est pas dans l'empathie ou dans le contraire de l'empathie, là, dans ce cas-là ? Je ne sais pas. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que on est capable de se mettre... On n'a même pas le choix. On est obligé de se mettre à la place d'autrui. Et il y a en gros deux manières de se mettre à la place d'autrui. Il y a premièrement ce qu'on appelle l'empathie, qui est une espèce de manière automatique et irrépressible de ressentir un peu ce que ressent quelqu'un d'autre. C'est-à-dire concrètement, si vous voyez quelqu'un qui est en train de se coincer le doigt dans une porte, vous allez faire comme ça. C'est-à-dire que vous allez sentir. Vous allez partager la sensation jusqu'à un certain point, la sensation qu'il a, et ça se fait automatiquement. Une deuxième chose qui est la théorie de l'esprit, c'est-à-dire que vous pouvez réfléchir explicitement sur les pensées que quelqu'un d'autre a. Il doit se dire ça, il doit penser ça de moi, il doit penser qu'un tel pense ça de lui, etc. Ces deux choses-là, donc, sont des ingrédients importants de notre vie mentale. Alors, dont je suppose qu'un acteur se sert aussi. Il y a aussi quelque chose qui est assez proche de cette empathie, qui est quelque chose qui est devenu très à la mode à partir des années 90. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, et puis c'est dit, bon, bref, il y a cette idée des neurones miroirs. Alors, les neurones miroirs, qui on a fait dire beaucoup de choses, tout et son contraire, mais ce qui a été observé, le phénomène qui a été observé au début, c'est que vous avez un singe, vous avez un macaque qui est en train de faire un certain geste. Et quand le macaque fait ce geste-là, eh bien, il y a tel neurone dans son cerveau qui s'active. On le sait parce qu'il y a des électrodes dans le cerveau de ce pauvre macaque. Et ce dont ils sont aperçus, c'est que quand le macaque observe quelqu'un d'autre faire exactement le même geste, eh bien, exactement les mêmes neurones entrent en jeu. Et donc, l'idée, c'était que on avait là un des points de contact entre la perception et l'action. C'est-à-dire, c'est le même système dans ma tête qui me fait faire un geste et qui me fait représenter, percevoir, imaginer le même geste. Et cette espèce de lien entre la perception et l'action, plus généralement, même sans parler spécifiquement de ces neurones, etc., mais il y a un lien très, très étroit entre les deux. Et là aussi, je crois que les sportifs ont beaucoup à dire, parce qu'un des entraînements des sportifs, c'est pas de courir, c'est d'imaginer, de s'asseoir sur une chaise et puis de répéter leur descente dans leur tête. Et je me demande si... parce qu'il y a un autre mystère dont on n'a pas tellement parlé, je ne connais pas la réponse, c'est comment fait un acteur pour, à partir de cette espèce de marionnette mentale élaborée, agir exactement dans le monde extérieur avec ses jambes et ses mains, exactement comme cette marionnette agirait. Parce que moi, si je peux parfaitement m'imaginer dans ma tête le général de Gaulle en train de parler, maintenant je ne peux pas l'imiter pour autant. Un imitateur, il imagine le général de Gaulle et il parle comme le général de Gaulle. Et je me demande ce qu'il y a chez les acteurs qui leur permet de rendre visible ce lien qui existe chez tout le monde, là encore, entre l'image qu'on a et l'action. Ça, c'est un vrai travail technique sur les mémoires. Ça serait un petit peu long d'expliquer, mais cette conjugaison, et dans le livre, en fait, moi, ce qui m'a un peu fait plaisir, parce que contrairement à Diderot, qui défendait un acteur très hermétique, sans émotion, très technique, ce que raconte Anouk Grimbert dans son travail, et je partage, c'est qu'il y a cette conjugaison entre ce
qu'elle est et la vérité qu'elle doit livrer. C'est-à-dire qu'elle se rapproche des mémoires, on va dire, universelles, d'être le général de Gaulle et autres, et dans le même mouvement, elle mêle aussi avec sa sensibilité et ses émotions pour en livrer une vérité singulière. C'est vrai, cette question, comment on passe de la représentation de ce qu'on devrait être et être. Comment on passe à ça? Parce qu'en plus, vous disiez que maintenant, les gens s'exercent en se représentant mentalement, par exemple, leurs courses de fond ou leur performance. Donc, comment ça se passe, puisqu'on ne fait que l'imaginer? C'est suffisant? Oui, mais alors l'idée, je parlais des neurones miroirs, mais c'est quelque chose d'assez général, c'est que c'est les mêmes systèmes, à quelque chose près, il y a des débats là-dessus, mais qui, dans le cerveau, servent à imaginer et à agir. À imaginer qu'on agit et à agir. C'est-à-dire, quand vous imaginez que vous bougez les pieds, eh bien, dans votre cerveau, le système qui fait bouger les pieds se met en action. Même si vous entendez des mots comme football, des mots qui ont à voir, c'est peut-être pas un très bon exemple, mais des mots qui ont à voir, courir, bouger, taper, etc., votre système moteur s'active. Si vous imaginez une montagne, eh bien, votre système visuel va s'activer un peu comme si vous étiez en train de voir réellement une montagne. Donc voilà, imagination, action sont proches, mais tout le monde n'arrive pas à transformer cette imagination en action. Là, il y a un métier, quoi. Juste sur l'athlétisme, parce que c'était ma casquette d'avant, mais c'est vrai que les préparations, et même avant une course, où on avait des préparations, on se mettait allongé, et c'était les prémices de l'échauffement. Et c'est vrai que lorsqu'on se levait, on avait la sensation, en tout cas physique, parce qu'il y avait cette préparation mentale, qu'on était déjà échauffé. Pour les courses, c'est vrai que de visualiser sa course ou de visualiser son saut est fondamental et on ne peut pas faire sans. Sinon, si on n'est pas du tout dans le mental avant cette action-là, il ne se passe pas grand-chose. Et je suppose que les acteurs doivent faire ça aussi, oui. Et les musiciens pareil. Aussi, j'imagine. Ça n'empêche pas qu'on doit apprendre et se préparer. Ça ne suffit pas. Non, tout ça, mais voilà, tout ça demande visiblement énormément de travail. C'est pas juste l'inspiration. Ouais. Et ça fait comme si, c'est vrai, comme si au fond, on avait déjà couru une course, on avait déjà joué une pièce. En fait, c'était comme presque un mensonge en prémisse avant de les réaliser sur scène ou sur un stade. Bien. Est-ce qu'on passe la parole à la salle? Vous avez des questions? Il y a quelqu'un qui... Ah. Oui. Tout à l'heure, quand vous avez évoqué votre rôle de Mariette, toute la salle a ri. Est-ce que c'est parce que vous n'étiez pas crédible dans ce rôle? Et est-ce que, pour être vrai, pour jouer, est-ce qu'il faut qu'Othello soit noir, un acteur noir? Ah oui. Oui, bah c'est à moi que vous posez la question. À tous. Je sais que c'est très polémique. Non, mais justement, c'est-à-dire que c'est pour ça que je précisais en préambule mes travaux et notamment mon livre Racé. J'ai pris l'exemple d'Othello. J'aurais pu me prendre un autre exemple. Bien sûr. Non, mais vous avez peur. Vous êtes dans l'autocensure. Exactement. Et justement, je n'ai pas voulu me censurer et j'ai pris cet exemple. Bravo. Mais après, vous avez réalisé, oui. Je voulais continuer, prolonger ma question, mais j'ai eu peur, cette fois-ci, que ce soit mal interprété. Et je voulais dire, est-ce que pour jouer un idiot, faut-il être idiot? Voilà, c'est ça. Mais c'est vraiment toute la question. Et moi, dans ce que je défends, dans ce métier
de comédien, d'acteur, de création, et qui est un métier de dépassement de soi, de dépassement de la vérité. Et j'en parlais tout à l'heure avec le professeur Friedman, c'est-à-dire que je suis le professeur Friedman sur cette... et forcément, enfin, si on commence à jouer son propre rôle sur scène, la vie va devenir extrêmement triste, puisque je considère que l'imagination et l'imaginaire, ce dont on parlait sur le cerveau, se projeter dans l'autre, justement, on en a éperdument besoin. Je pense que le cerveau, après vous me direz, mais que le cerveau a besoin de cet imaginaire, et si on ne le fait pas, on va commencer à entrer dans des dérives à la fois sectaires, mais aussi complotistes. Mon cerveau vous dit qu'il est d'accord avec vous. Oui, et puis alors pour compléter effectivement ces histoires d'appropriation culturelle permanente, alors même qu'on vit dans un monde interconnecté, d'une richesse folle de différentes cultures, ce serait presque finalement si se réduire, se déshumaniser à être complètement ethnocentré, ou pour moi c'est éperdument violent par rapport à la création, vu que la création n'est qu'appropriation culturelle. Pour travailler un personnage, il faut véritablement s'approprier un autre. Et donc, c'est toute la violence, en fait, par rapport à nos lumières même, et à notre humanisme et universalisme qui est entaché par ces notions-là. Une autre question ? Bonjour, j'aurais deux questions à poser, l'une à Madame Rachel Kahn et l'autre à Monsieur Laurent Cohen. Madame, tout à l'heure, vous parliez d'émotions que vous jouiez et parfois que vous n'aimeriez pas vivre dans la vie. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le jeu vous permet d'aborder des émotions qui vous font approcher d'un chaos intérieur que nous avons tous, et quels en sont les dangers? Comment les ressentez-vous? Monsieur Laurent Cohen, j'avais une question à vous poser sur les associations mémorielles. Beaucoup de comédiens disent apprendre le texte en s'appuyant sur une déambulation ou en écoutant de la musique ou en regardant certaines couleurs. Qu'est-ce qu'il en est de ce jeu et de cet appui de la mémoire du texte et du jeu sur ces autres mémoires? Merci. Oui, effectivement, j'ai bien aimé votre réponse sur la question des émotions, parce qu'en réalité, les émotions, elles nous sont communes. Et effectivement, ces souffrances-là et ces failles-là, elles nous sont communes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, à l'ère de la victimocratie, ça me heurte beaucoup, puisque nous souffrons tous en réalité. Et effectivement, en tant que comédienne, moi, je me sers de ces failles-là, peut-être aussi pour les réparer, donc les sortir de moi-même, les mettre en lumière, pour pouvoir en faire des matériaux et des instruments, et effectivement, peut-être égoïstement, me réparer un petit peu. Sur la question de la mémoire, j'ai rien de très précis à dire, mais ça va dans le sens que j'ai indiqué sur le fait que la mémoire est associative, c'est-à-dire que plus on établit de liens entre une connaissance nouvelle et des connaissances passées, c'est pareil si vous apprenez une langue, vous apprenez un nouveau mot, s'il est suspendu au milieu de rien, vous n'allez pas vous en souvenir. Si vous le rattachez étymologiquement ou d'une manière ou d'une autre à d'autres mots que vous connaissez, ben ça ira mieux. Et cette idée, plus précisément, vous disiez qu'on pouvait apprendre, que des acteurs apprenaient en imaginant qu'ils déambulaient, etc. C'est des choses qui ont été développées depuis l'Antiquité. Il y a une science qui a été développée, il y a des auteurs de l'Antiquité, puis du Moyen-Âge, etc., qui ont développé un art de la mémoire. L'art de la mémoire, c'est notamment des techniques de mémorisation fondées sur des associations mentales, en particulier entre des textes et des lieux. C'est-à-dire que vous imaginez un château, vous devenez très familier avec ce château, avec toutes ses pièces, ses escaliers, etc. Et quand vous apprenez quelque chose, vous imaginez que vous déambulez dans ce château, et aux différents endroits du château, vous placez différents souvenirs. Et comme ça, pour récupérer les souvenirs, vous repassez par cette déambulation et vous retrouvez les objets à l'endroit où vous les avez laissés, les mots aux endroits où vous les avez laissés.
Et il y a une histoire, il y a un livre qui est absolument remarquable, qui est très court, comme la plupart des bons livres, qui est vraiment mérite d'être lu, de Alexandre Romanovitch Louria, qui était un neuropsychologue russe, qui a dû mourir à la fin des années 70, et qui a décrit le cas d'un mnémoniste, d'un champion de la mémoire, d'un homme qui avait une mémoire absolument prodigieuse, extraordinaire, qui, au début de il était engagé par un journal, et puis aux conférences de rédaction, il ne prenait pas de notes, et puis son patron s'est dit « Mais vous ne prenez pas de notes, vous en fichez de ce que je dis ?» Non, pourquoi je devrais prendre des notes? Il mémorisait tout. Par la suite, il est allé voir Louria, et Louria a dit « Bon, il paraît que vous avez une mémoire extraordinaire, on va la tester. » Alors il lui a fait apprendre 5 mots, 10 mots, 20 mots, 50 mots, 100 mots. Il n'a pas trouvé de limite. Le type arrivait à mémoriser, apparemment sans limite, une quantité d'informations éparses comme ça. Et il a écrit un petit livre comme ça, décrivant cette histoire. Et cet homme avait, dans des proportions anormales, je dirais, ce que vous décrivez, c'est-à-dire qu'il avait d'une part des associations, des synesthésies, comme on dit, extraordinairement riches, c'est-à-dire que quand il entendait un son, il sentait un goût, quand il voyait une lumière, il entendait de la musique, etc., etc. Donc tout était extrêmement associé avec tout. Et deuxièmement, il racontait qu'il avait cette manière pour mémoriser une série de 50 objets, de 50 mots. Il s'imaginait déambuler dans les rues de Saint-Pétersbourg sur un trajet particulier. Et sous un lampadaire, il y avait une chaussure, il mémorisait le mot chaussure, puis un petit peu plus loin, sous un porche, il y avait un citron, il mémorisait le mot citron, etc. Donc une espèce d'hyper-mémoire liée probablement à une hyper-association. Une autre question? Pardon, je peux rebondir parce qu'en fait j'ai dit égoïstement tout à l'heure, je suis pas quelqu'un d'égoïste. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait c'est juste pour prendre en considération ses souffrances, son chemin personnel, se réparer, et ensuite le jeu, parce que c'est le jeu, de mettre ce jeu en partage pour évidemment tenter de nous penser, de nous réparer tous. Une vérité, une fausse vérité qui nous réparerait tous. Bien. Eh bien, écoutez, merci Rachel, merci Laurent. Et on se retrouve demain matin à 9h. Je vous remercie d'être tous là. Et je remercie aussi tous ceux qui nous écoutent en ligne.